Qu'est-ce que le linceul? On l'appelle aussi suaire de Turin. Suaire et linceul sont des termes à peu près synonymes. Conventionnellement, nous adopterons le seul terme de linceul. Le linceul est un grand tissu d'une dimension très impressionnante. Il mesure environ 4,40 m de long et 1,10 m de large. Quand il est exposé tout au fond de la sombre nef de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, il apparaît seul, éclairé de face, horizontalement, comme un très long, très imposant rectangle de couleur claire. Deux lignes sombres horizontales parcourent le linge d'un bout à l'autre, et c'est ce qui se remarque en premier. Il s'agit de traces de brûlure. Il y a aussi tout le long de ces deux traces des sortes de triangles de couleur plus claire qui sont des pièces de raccommodage. Dans la bande centrale du tissu, on distingue très difficilement, surtout si on se trouve près du tissu, une double silhouette humaine. Sur toute la moitié gauche du tissu, une silhouette humaine horizontale, grandeur nature, vue de face, et sur toute la moitié droite, une silhouette humaine horizontale, grandeur nature, vue de dos. Ces deux silhouettes symétriques ne sont marquées par aucun contour, uniquement par de légères ombres, tout en dégradé. Comment s'est formée cette double image? Une moitié du linge a été posée sur une surface plane, et un corps a été posé sur le dos, sur cette moitié du linge, puis l'autre moitié du linge a été ensuite rabattue par-dessus la tête et le corps tout entier, lequel s'est trouvé ainsi complètement enveloppé de la tête aux pieds, dessous et dessus. Dans la partie centrale du tissu se trouvent également de très nombreuses taches de couleur mauve rosé, qui sont des taches de sang, du vrai sang. Ce qui figure de prime abord sur le linceul, ce sont donc des brûlures du tissu, des traces de pliures et de faux plis, des pièces de raccommodage, une couture longitudinale, des taches d'eau, enfin, moins visible, l'image en dégradé d'une double silhouette humaine sans aucun trait ni contour et des taches de sang au contour précis. Et sur l'envers, il y a d'abondants résidus de combustion, des imprégnations de sang humain, de lymphe et d'eau. La vidéo numéro 2 donnera une description plus précise. Histoire du linceul. Le linceul a effectué le parcours suivant. Il est parti bien sûr de Jérusalem. Il a séjourné successivement à Édesse, antique ville aujourd'hui en Turquie et appelée Urfa, puis à Constantinople, très probablement à Athènes, puis en France, à Lirey, petite cité de Champagne, puis dans d'autres villes de l'est de la France, à Chambéry, à Nice et enfin à Turin. Comment a-t-il transité de Jérusalem à Édesse et de Constantinople jusqu'en France, on ne sait. Nous ne possédons que peu d'éléments historiques sur le début de l'histoire du linceul. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean mentionnent tous quatre l'existence d'un linceul ayant enveloppé le corps de Jésus. On sait par un autre témoignage que les apôtres ont fait construire un coffre de cèdre pour contenir les reliques du Sauveur. L'Évangile aux Hébreux, un évangile apocryphe daté du IIe siècle, évoque le linceul du Seigneur. En 340, le linceul, ainsi que les autres reliques retrouvées par Hélène, mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, sont solennellement placées dans la toute nouvelle basilique du Saint-Sépulcre, et l'on parle du linceul témoin de la résurrection en 340. Nous sautons les siècles. Le 15 août 944, l'empereur romain Lécapène installe solennellement dans la basilique Sainte-Sophie de Constantinople le linceul et d'autres reliques récupérées des musulmans à Édesse. Au cours des XIe, XIIe et au début du XIIIe siècle, l'on possède différents témoignages attestant que le linceul est toujours vénéré à Constantinople. En 1204, il disparaît au cours du sac de Constantinople par les croisés. Et jusqu'en 1353, nous avons un véritable trou historique, sans aucune indication. Cette première partie de l'histoire du linceul qu'on pourrait appeler l'histoire orientale est détaillée, plus détaillée, dans la vidéo numéro 3.
Une autre relique antique perdue aujourd'hui, appelée mandylion, serviette, qui signifie serviette, linge ou foulard en grec, attachée à un personnage qui a réellement existé, le roi Abgar V d'Édesse, est réputé montrer miraculeusement le visage de Jésus et avoir des vertus de guérison, est mentionnée dans les écrits anciens. Il n'est pas possible de dire si le mandylion et le linceul sont ou non le même objet. D'autre part, l'étude de l'iconographie de Jésus, c'est-à-dire la manière dont il est représenté, donne des éléments de datation très importants. À partir du IVe siècle à Rome et du VIe siècle en Orient, la manière de représenter Jésus, qui était variée jusque-là, s'uniformise, indubitablement inspirée de la contemplation du linceul. Pour plus de détails, l'histoire du mandylion et l'étude iconographique du Christ font l'objet de notre vidéo numéro 4. Après un silence de quelques 150 ans, nous voici donc en 1353, en Occident, en France, en Champagne, dans une bourgade du nom de Liray, dans la famille de Charny. C'est le début de la guerre de 100 ans, le linceul demeure un siècle environ dans cette famille, pour passer en 1453 sous la protection et la propriété de la famille de Savoie, future famille régnante d'Italie. Il est alors placé au palais ducal de Chambéry, où une magnifique chapelle sera construite pour lui par la suite et appelée, par autorisation du pape, Sainte-Chapelle. Chose importante, on entend dire souvent que l'Église n'a pas pris position au sujet du Saint Linceul, mais ce n'est pas exact. En 1471, le pape Sixte IV a établi un culte spécial pour le linceul, et en 1506, le pape Jules II magnifie le culte d'adoration dû au Saint Linceul en lui dédiant une messe annuelle spéciale fixée au 4 mai, ce qui n'aurait pu avoir lieu s'il s'était agi d'un objet un tant soit peu douteux dans son authenticité. En 1532, un très grave incendie de la Sainte-Chapelle de Chambéry le met en péril. Le tissu en garde les traces. Il est réparé par les sœurs Clarisse qui cousent minutieusement des pièces de raccommodage. Le linceul fait un séjour de quelques 6 ans à Nice, de 1537 à 1543. La ville de Nice en garde le souvenir impérissable à travers sa confrérie des pénitents rouges, qui maintient vivant, toujours aujourd'hui, la vénération et le souvenir de la relique. Enfin, la famille de Savoie ayant transféré son siège de Chambéry à Turin, en raison des événements politiques de l'époque, le Saint Linceul est placé dans cette ville en 1578. 116 ans plus tard, en 1694, à Turin, attenant à la cathédrale Saint-Jean et au palais royal, une très belle chapelle conçue par l'architecte Guarini est édifiée spécialement pour abriter la relique. L'année 1898, nous avons sauté les siècles, marque un tournant dans la vie du linceul, lorsque le Cavaliere Secondo Piglia, avocat italien, amateur de photographie, effectue les toutes premières photos du linceul et obtient un cliché qui étonne le monde. Alors commence l'étude rationnelle, scientifique, multidisciplinaire de la relique, mais aussi les passions se déchaînent. La reconnaissance de son authenticité rencontre l'opposition farouche de la franc-maçonnerie, qui ne cessera plus jusqu'aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, craignant pour la sécurité du linceul, le roi Emmanuel III le met en sécurité au monastère de Montevergine en Italie du Sud, où il reste de 1939 à 1946. C'est en 1983, à la mort en exil de Humbert II, dernier roi d'Italie, qu'il est transmis par legs du roi au Saint-Siège. Il reste à Turin, où il est depuis lors sous la garde de l'archevêque de la ville. Et voilà qu'en 1972-1990, il échappe à 2 tentatives d'incendie, et en 1997,
Un troisième attentat par le feu détruit la chapelle Guarini de Turin. Le linceul en échappe providentiellement, grâce à l'héroïsme surnaturel d'un pompier. En juin et juillet 2002, une nouvelle restauration de la relique est réalisée, ainsi que des prélèvements et des photos en très haute définition. Depuis lors, le linceul est conservé à plat sous gaz neutre dans une châsse de verre blindée. Le récit plus détaillé de l'histoire occidentale du linceul se trouve dans nos vidéos numéros 3, 4 et 5. Le témoignage du tissu. L'étude du tissu est capitale pour la détermination de l'authenticité du linceul. Le lin est une plante à la fleur d'un bleu léger et profond, cultivée depuis toujours pour ses multiples qualités, en particulier sa longévité. L'on possède des étoffes de lin âgées de plusieurs milliers d'années, par exemple retrouvées dans des tombes égyptiennes. Il est important de savoir que le fil de lin est composé de fibres torsadées à la main et que ces fibres sont en fait des cellules végétales géantes. Les fibres ont un sens de torsion naturel dit en S. Sur le linceul, on observe une torsion inverse dite en Z, technique qui est propre à l'Égypte ancienne et au Moyen-Orient. Le tissage est à chevron, procédé long et coûteux qui caractérise les tissus de haute qualité dans l'Antiquité. Le linceul comporte une couture longitudinale dont on ne connaît pas l'utilité mais qui est caractéristique de la Judée du 1er siècle, au plus tard. L'une des opérations de fabrication des textiles de lin est le blanchiment. Celui-ci, pour le linceul, a été réalisé après tissage, ce qui donne une datation antérieure au 8e siècle. On trouve sur le linceul de rares fibres d'une espèce de coton qui s'appelle Gossypium herbaceum, qui était cultivé au Moyen-Orient dans l'Antiquité, mais pas utilisé en Europe et au Moyen-Âge, puis abandonné partout par la suite. Enfin, il n'y a aucune trace de laine incorporée au tissu, ce qui tendrait à faire penser qu'il a été tissé sur un métier n'étant pas utilisé pour de la laine, c'est-à-dire plutôt tissé en Judée. En effet, seule la religion juive interdisait le tissage sur un même métier de matériaux d'origine végétale et animale. Tous ces éléments ensemble permettent d'affirmer le linceul est un linge antique et oriental. Par ailleurs, il y a de la terre sur le linceul. Sous les talons de l'homme du linceul se trouve une grande quantité de poussière agglomérée. C'est de l'aragonite, très semblable à l'aragonite qui pave les rues de la vieille ville de Jérusalem. Les mêmes traces se retrouvent sur les genoux et le nez, mais nulle part ailleurs. L'on en conclut que l'homme du linceul a marché pieds nus et est tombé en avant, la face contre le sol, et que ce pouvait être à Jérusalem. De nombreux pollens sont présents sur le tissu. La grande majorité de ces pollens sont d'origine moyenne-orientale et parmi eux, plusieurs pollens tout à fait propres à la Judée surtout, mais aussi à Édesse et Constantinople. Différentes équipes de palynologues le confirment. Ils confirment aussi la saison où ils se sont déposés, le printemps. Les pollens permettent peut-être d'identifier la plante aux épines ou aux feuilles aiguës qui est responsable des blessures à la tête, qui pourrait être la Gundelia tournefortii, mais cette supposition reste encore à prouver. Un faussaire aurait-il imaginé déposer sur le linceul ces éléments invisibles à l'œil nu, la terre de Jérusalem et les pollens de Judée, d'Édesse et de Constantinople? Et s'il y avait pensé, aurait-il pu le faire? La réponse est évidemment non aux deux questions. Une peinture sur un tissu pénétrerait le tissu par capillarité. Or, la silhouette de l'homme du linceul ne présente aucun phénomène de capillarité. Ce ne peut être une peinture. Les ombres qui dessinent la silhouette de l'homme du linceul ne montrent aucune trace directionnelle de coup de pinceau, ce qui corrobore le fait que ce n'est pas une peinture. Il n'y a pas de trace de putréfaction sur le linceul. Le corps qui l'a enveloppé n'y est pas resté longtemps, pas plus de 40 heures. À ce stade,
Grâce à l'étude du tissu, nous pouvons affirmer les points suivants. Il s'agit d'un linge antique et oriental. Le linceul a séjourné en Judée au printemps. Il a séjourné à Édesse et à Constantinople. L'empreinte n'est pas une peinture. L'homme est tombé durement sur un sol comparable aux rues de Jérusalem. S'il a contenu un corps, ce fut pendant peu de temps. L'on trouvera de plus amples détails concernant les preuves apportées par le tissu dans la vidéo numéro 6. L'empreinte porte la marque de nombreux sévices subis par l'homme du linceul. Le visage montre des régions claires par endroits. Ce sont des zones de tuméfaction. Aux arcades sourcilières, aux pommettes, à la joue gauche, tout autour de la bouche, à la mâchoire gauche. De plus, le nez montre une déviation de l'axe vertical vers la droite indiquant une cassure. L'homme du linceul a le nez cassé. Il a subi un sévère passage à tabac. Il y a beaucoup de sang sur le linceul, du sang réel et non une représentation de sang. C'est du sang humain d'un homme et du groupe AB, du sang antémortem et du sang post-mortem, du sang artériel et du sang veineux. Rappelons que la circulation sanguine n'a commencé d'être connue qu'au XVIIe siècle. Ce sang est resté rouge en raison de la bilirubine accumulée, laquelle est liée aux traumatismes extrêmes subis par l'homme du linceul. Une quarantaine de caillots pris dans la chevelure tout autour de la tête montre qu'il y a eu une multitude de points de saignement au cuir chevelu, antémortem. Une coiffure d'épines, non pas en forme de couronne mais plutôt de bonnet, enveloppant toute la tête, aurait provoqué exactement les mêmes effets. Au niveau du torse, côté droit, il y a une blessure de forme ovale, de laquelle il a coulé un large flot de sang, mais aussi de liquide séreux provenant de la plèvre transpercée et du péricarde, tous deux en état d'œdème. La blessure est restée béante, elle a donc été portée alors que l'homme était déjà mort, infligée par un soldat romain, connaissant bien son métier. Le sang a coulé abondamment des mains, le long des bras. Les pouces sont rétractés. Ceci indique que le nerf médian a été lésé et donc que les poignets sont transpercés. Il est effectivement démontré que le poignet est le seul emplacement suffisamment solide pour une crucifixion. Le trou au poignet gauche confirme un transpercement au seul endroit possible pour cela, offrant suffisamment de solidité. Les deux pieds ont abondamment saigné. Le pied droit porte la marque d'une blessure profonde en son milieu, assurément un transpercement. Le pied gauche, caché en partie par le pied droit, porte de toute évidence la même blessure, car le talon est fortement maculé de sang. Après la mort, le corps, une fois placé à l'horizontale, du sang a continué de couler de la blessure au côté, entourant la taille jusque dans le dos. Les analyses ont trouvé d'autres écoulements en abondance dans cette même région. Il s'agit de liquide pleural et péricardique qui sont effectivement transparents comme de l'eau. Nous avons là une nouvelle correspondance avec les évangiles où il est dit, c'est saint Jean qui le précise en parlant de la blessure portée aux côtés du Christ, il en est sorti du sang et de l'eau. Le corps, du haut en bas, sur les deux faces, montre une multitude de petites striures. Ce sont les marques d'une flagellation à la romaine, pratiquée à l'aide d'un fouet à 2 ou 3 lanières, terminées par des balles de plomb en forme d'haltère. On a dénombré 120 impacts, au moins, sur ce corps. C'est ce supplice qui a provoqué la mort de l'homme du linceul. Les chairs se trouvent écrasées en profondeur à l'endroit des impacts, détruisant les muscles et les organes, poumons, cœur et reins. De plus, l'œdème s'accumule autour des poumons et du cœur, qui n'ont plus la place de fonctionner. La déshydratation est intense, le corps n'est plus oxygéné, il est en état d'asphyxie progressive et de crampes généralisées. La mort est inévitable. À l'omoplate droite et à l'épaule gauche se trouvent 2 larges zones contuses.
Ces contusions pourraient parfaitement correspondre au portement par l'homme du linceul d'un objet susceptible de meurtrir les chairs en profondeur, tel un objet dur, anguleux et très lourd. Les jambes sont restées légèrement fléchies dans le linceul à un angle de 165 degrés environ, et les chevilles sont en extension, également à un angle de 165 degrés. La rigidité cadavérique s'est bien installée du vivant de cet homme, conséquence de la flagellation. Les jambes n'ont pas été brisées. Retenons ceci, l'homme du linceul passé à tabac, flagellé, couronné d'épines et crucifié. Or les crucifiés n'étaient normalement pas flagellés, et ils n'étaient jamais couronnés d'épines. Les constats physiologiques établis par les médecins à l'observation du linceul sont rapportés de façon plus détaillée dans nos vidéos 7, 8 et 9. La science ne sait que répondre. Cette empreinte si pâle en forme de corps humain qui occupe la partie centrale du linceul, dans toute la longueur, elle paraît bien fragile, floue, comme insaisissable. Comment s'est-elle constituée? Médecins, photographes, spécialistes du traitement de l'image, physiciens, chimistes s'interrogent, mais restent sans réponse devant une série de mystères. Première question sans réponse, le mystère des taches de sang. Sur le linceul, le sang est en forme de caillots ronds et nets, coagulés, épaissis sur les bords et creux en leur milieu. Le sang a bien traversé l'étoffe, on sait qu'elle est très fine, mais il ne s'est pas diffusé le long des fibres. Il n'y a pas de traces d'arrachement. La forme des caillots est régulière, et ceci est inexplicable pour les médecins habitués à soigner des plaies. Deuxième question sans réponse. Il n'y a sur le linceul aucune substance colorante, aucune diffusion par capillarité, ce n'est donc pas une peinture. Et d'autre part, il est certain que le phénomène à l'origine de l'empreinte est non thermique. La coloration, on le sait, est une oxydation acide déshydratante de la cellulose du lin, extrêmement superficielle, n'affectant que la surface des fibres qui composent les fils, et uniquement les fils de trame. Mais on ne sait pas ce qui a pu produire cette coloration. On sait qu'elle est très résistante, 25 types différents de solvants, dont l'eau, n'ont pu la dégrader. Mais on ne sait comment elle a pu se produire. Troisième interrogation sans réponse. L'empreinte apparaît en négatif. Le linceul lui-même apparaît comme un négatif. Les zones qui figurent des reliefs, par exemple l'arête du nez, au lieu d'être claires, sont foncées, et les zones qui figurent les parties creuses, comme par exemple le creux des orbites autour des yeux, apparaissent en clair. Et effectivement, logiquement, le négatif du linceul apparaît comme un positif normal, bien plus facile à observer que l'original. La notion de négatif n'est connue que depuis le XIXe siècle, et aujourd'hui, bien que nous soyons familiarisés avec cette notion, il est pratiquement impossible à un artiste bien formé de dessiner directement une image négative donnant par inversion un positif de bonne qualité. Comment un faussaire aurait-il pu faire tout ça? Quatrième interrogation sans réponse. L'image apparaît en 3 dimensions. C'est du 3D. Un ordinateur analyseur d'images utilisé habituellement pour interpréter les photos des planètes en restituant le relief de leur surface donne du linceul une image comme en relief, chose que ne donne aucune autre photo. Les différences de luminosité de l'image proviennent de l'éloignement de chaque point du corps au tissu. Les endroits foncés possèdent un plus grand nombre de fibres roussies par unité de surface que les endroits clairs. La roussissure est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le corps du tissu. On n'a aucune explication de ce phénomène qu'on appelle la tridimensionnalité de l'image. Cinquième question sans réponse, c'est une image isotrope. Le rayonnement, en supposant que ce soit un rayonnement qui a créé l'image du linceul, émanait du corps lui-même. L'image est dite isotrope, elle s'est produite orthogonalement au plan du tissu, de manière unidirectionnelle. On ne sait comment expliquer ni même nommer ce phénomène. Sixième question.
sur un tissu comme tendu à plat, et tout cela s'est produit effectivement, comme si le tissu avait été une sorte d'écran plat tendu juste au-dessus du corps, mais sans le toucher, ce qui est inexpliqué. Septième question sans réponse, c'est la différence de formation entre les images faciales et dorsales. L'empreinte dorsale n'est pas tridimensionnelle, seules les parties du corps qui touchaient la toile ont laissé une image, et pourtant elle ne s'est pas produite par contact physico-chimique. Il n'y a pas d'explication là non plus. Huitième question sans réponse, c'est l'absence de pesanteur. Les lois de la pesanteur semblent ne pas avoir joué, en effet. L'image du dos montre que les chairs ne se sont pas trouvées écrasées par le poids. Les cheveux du crucifié tombent sur ses épaules comme si le corps était debout. Ces 8 énigmes n'en forment peut-être qu'une seule. Peut-être sont-elles les différentes facettes d'un seul phénomène, lequel reste complètement inexpliqué à ce jour. Pour ceux qui le désirent, ces questions sont développées dans la vidéo numéro 10. L'éclatante authenticité. S'il reste des questions sans réponse, en revanche, nous disposons d'une surabondance d'éléments confirmant l'authenticité du linceul. Premièrement, le linceul n'est pas l'œuvre d'un artiste. Absence de pigments sur le tissu, roussissure des fibres, phénomène de négativité, phénomène de tridimensionnalité, dessin des contours des taches de sang, double direction des caillots sur les bras, précision des marques de la flagellation, blessure au poignet et non dans la paume de la main, rigidité cadavérique précoce, différence entre image faciale et image dorsale, tout cela ne peut être d'un artiste. Deuxièmement, le linceul n'est pas l'œuvre d'un faussaire du Moyen-Âge, pour les mêmes raisons qu'énumérées précédemment pour un artiste, mais aussi l'âge du tissu remonte à l'Antiquité, les pollens retracent la route principalement orientale de la relique, et enfin, les sérosités invisibles à l'œil nu sont tout à fait inimaginables, surtout au Moyen-Âge. Un faussaire n'aurait pu imaginer de semblables trucages ni les réaliser. Tout le monde sait cela depuis l'origine, car depuis l'origine, le linceul est réputé archéiropoïète, c'est-à-dire non fait de main d'homme. Il est toujours aujourd'hui impossible de le reproduire à l'identique. Comment aurait-on pu le faire avant? Troisièmement, le linceul a bien contenu un corps sans vie. La présence de sang et de sérosité l'attestent, la nature et la répartition des blessures de même, et enfin les conséquences inéluctables de ces blessures, la mort, la rigidité cadavérique. Quatrièmement, ce corps est bien celui du Christ des évangiles. Énumérons tous les éléments de correspondance entre la lecture du linceul et celle des évangiles. Elle est impressionnante. C'est un homme, premièrement. Deuxièmement, âgé de 30 à 40 ans. 3. C'est un religieux. 4. Le visage porte des traces de coups violents. 5. Le cuir chevelu a saigné en de multiples endroits. 6. L'homme a été flagellé. 7. Il est tombé sur les genoux et la face. 8. Les épaules sont meurtries. 9. Ces meurtrissures ont eu lieu après la flagellation. 10. Les blessures aux mains et aux pieds sont celles d'un crucifié. 11. Il a bien été crucifié par des soldats romains. 12. L'asphyxie et la rigidité du corps correspondent à la mort par crucifixion. 13. Les jambes n'ont pas été brisées. 14. Le côté a bien reçu un coup de lance. 15. Ce coup de lance a été porté après la mort. 16. L'homme était encore crucifié. Il en est sorti. 17. Il en est sorti immédiatement un flot d'eau et de sang. 18. Le corps a été enveloppé dans un linceul. 19. Un linceul de bonne qualité. 20. Il a été enseveli. 21. L'ensevelissement a eu lieu à la hâte. 22. Le corps est resté peu de temps dans son linceul. 23. L'événement a eu lieu à Jérusalem. 24. C'était au printemps. Il a été démontré que la possibilité factuelle qu'il ne s'agisse pas du Christ
est nul. Le linceul et les évangiles sont en concordance réciproque à 100%. En particulier, le couronnement d'épines, le coup de lance au côté, les jambes non brisées, tout cela, simultanément, constitue la signature irréfragable du Christ. La science montre qu'il y a correspondance à 100% entre le linceul et les évangiles, et contre cette correspondance, il n'existe aucun élément scientifique. Il n'y a donc pas de place au doute. Le linceul de Turin est bien celui du Christ. Telle fut d'ailleurs la conclusion du symposium scientifique de Rome en 1993. Message du linceul. Les questions qui demeurent ouvertes à propos du linceul ne touchent pas son authenticité. Elles concernent uniquement la nature de cette image que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons reproduire. Il est bien établi que le linceul de Turin est bien le linceul qui enveloppa le corps de Jésus. Nous la possédons, cette lumineuse certitude. L'homme du linceul, c'est Jésus. Et le message du linceul, c'est la divinité de cet homme, la divinité de Jésus-Christ. Cette évidence que lui-même a pourtant affirmée tant de fois, comme dit par exemple Jésus à Philippe, en Saint Jean, chapitre 14, verset 8, « Qui me voit, voit le Père ». La franc-maçonnerie, ancestrale adversaire de l'Église, a investi l'Église insidieusement depuis des dizaines d'années. Elle en a pris la tête à l'avènement de Jean XXIII en 1958, et depuis, c'est elle qui est aux commandes du Vatican. La pure et sainte Église du Christ, la vraie, est, pendant ce temps, comme éclipsée, maintenue dans le silence et l'ignorance de tous, absolument de tous, même de ses propres amis. Jésus n'a laissé aucun écrit, il a laissé son linceul signé de son sang. Antérieur aux évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il est l'évangile écrit par le Seigneur lui-même, de son sang humain et de sa puissance divine. Le linceul montre dans son silence la puissance surnaturelle et invincible de Jésus-Christ. Dès lors, la question qui se pose et qui ne peut être que livrée à la profonde méditation de chacun, c'est pourquoi? Notre parcours rapide s'achève ici et l'on trouvera dans la vidéo numéro 12 quelques développements plus centrés sur la spiritualité entourant le linceul et des pistes de documentation ainsi que la brève évocation des personnages qui ont le plus compté dans l'étude pourront être trouvés dans la vidéo numéro 13. Je vous remercie et je vous dis au revoir.